l'architecture, une société sur l'architecture bois avec beaucoup de succès et avec beaucoup de courage aussi, le courage d'un entrepreneur français. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je vais essayer de le faire fonctionner ce micro. Voilà. Merci beaucoup de me recevoir. D'abord, je suis très heureux d'être au milieu de forestiers. Il se trouve que j'ai aussi une petite forêt en Poitou dont je m'occupe. Et il y a une douzaine d'années, donc j'étais confortablement assis à la tête d'une entreprise très amusante qui s'appelle Unibail, qui fait des centres commerciaux, qui fait des grands immeubles à la Défense et puis des centres de congrès exposition, qui est coté en bourse. Et je me suis dit que, en fait, j'avais envie de devenir entrepreneur. C'était la COP 21. Tout le monde parlait de kilowattheure au mètre carré. Et je me suis aperçu que les promoteurs immobiliers parlaient beaucoup de kilowattheure au mètre carré, mais ils ne parlaient pas de carbone, ils ne parlaient pas de CO2. Alors que d'autres industries, comme les énergéticiens, comme le transport, parlaient de CO2. Et donc je me suis dit, je vais créer une entreprise qui à l'époque s'appelait Woodéum pour faire des immeubles avec la plus faible facture de carbone possible. Donc moi, si je viens vers vous, la forêt, en fait, je remonte, mais je viens du carbone. Mon idée, c'était plutôt le carbone. Alors, il se trouve que le bâtiment, c'est important en matière d'émissions de carbone. Ça représente 32% de nos émissions en France. C'est quelque chose de très considérable. Là-dedans, il y a deux choses. Principalement, il y a une activité de construction. Et puis, il y a évidemment l'exploitation des bâtiments existants. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu. Bon. Voilà. La construction d'un immeuble, plutôt un immeuble sur son cycle de vie, 77% de l'empreinte carbone, c'est la phase de construction. Alors, on est un peu gâté en France parce qu'on a le nucléaire pour chauffer et puis parfois pour refroidir. Mais là, le gros élément de pollution carbone de notre activité de promotion immobilière, c'est la phase de construction. Alors, je vais revenir ici. Vous avez le choix. En France, comme dans beaucoup de pays, vous pouvez construire avec du béton, ou alors vous pouvez construire avec du bois. Le bois est émetteur de CO2 et le bois est stockeur de CO2, le béton est émetteur de CO2. Donc le bois que nous utilisons, il arrive avec une étiquette carbone négative. Alors que le béton lui-même est, comme vous le savez, extrêmement émetteur. Pourquoi est-ce que le béton est émetteur ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que la formulation chimique qui transforme du calcaire en ciment, elle est en elle-même émettrice de CO2, qu'en plus, il faut beaucoup d'énergie pour que cette formule chimique fonctionne. Et après, on va aller chercher du sable. Le sable, on va le chercher de plus en plus loin. Dans la communauté européenne, à chaque fois que vous faites un trou pour prendre du sable, vous avez l'obligation de remblai. Vous n'avez plus le droit de laisser les carrières de sable. Donc, vous êtes obligé de compter l'empreinte carbone du futur remblai de votre carrière de sable et puis vous allez chercher beaucoup d'eau. Ça, c'est le circuit carbone du béton. Le bois, comme vous le savez, c'est du carbone issu tout simplement de l'atmosphère. Donc, c'est un outil de décarbonation. Voilà, donc on casse la molécule, c'est la photosynthèse que vous avez tous appris en classe de 5e. On casse la molécule de CO2, on garde le carbone, on rejette de l'oxygène. Donc un arbre, c'est une machine à manger du carbone, manger du CO2, c'est absolument formidable. Mais évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Et donc au bout d'un certain temps, le grand arbre, d'abord, il absorbe moins au mètre carré, ce que personne ne calcule en France. Donc au mètre carré, il absorbe moins parce qu'il fait beaucoup d'ombre. Et puis ensuite, il y a un phénomène inverse, ça vous le savez très bien, un phénomène inverse à la photosynthèse qui s'appelle la putréfaction, l'oxydation, qui fait que le vieil arbre, quand il est tombé, il va rendre son carbone, il va devenir émetteur. Donc nous, notre propos, il est d'aller prendre des arbres, puis je vais vous parler de l'endroit où on les prend, quand ils sont mûrs ou matures, et puis de s'assurer que, évidemment, nos ressources viennent de forêts correctement gérées, où on va replanter
et réalimenter ce cycle positif du carbone. Donc voilà les chiffres exacts tels qu'ils nous sont donnés. En France, on est assez gâtés parce qu'on a des fiches FDES. Ça, c'est le côté un peu administratif de ce pays, où on s'amuse à faire déclarer tout, à compter tout. Donc nous avons des chiffres officiels sur l'empreinte carbone des matériaux qui nous arrivent sur les chantiers. Donc, alors ils sont parfois déclaratifs, parfois ce sont les industriels eux-mêmes, et puis parfois on a des ressources qui sont des ressources en fait tout simplement de statistiques qui nous permettent d'évaluer ça. Donc le bois, il est à moins 615 kg de CO2 par mètre cube. Le béton armé conventionnel, il est à plus 399. Heureusement, et on en a besoin, nos amis de la filière béton nous inventent des bétons moins carbonés, donc ils gagnent 20-25%, mais le béton reste un matériau émetteur, alors que le bois est un matériau stockeur. Voilà. Je suis désolé, j'ai des petits problèmes techniques. Alors, le matériau que nous utilisons, c'est un matériau qui a été inventé par les Français en 1947. Un ingénieur qui s'appelle Pierre Gauthier, qui le premier va coller des lamelles de bois, non pas dans le même sens, puisque ça on le fait depuis le 19e siècle, ça s'appelle un lamellé-collé, mais en fait il va inventer le lamellé-collé contre-croisé. C'est-à-dire qu'en fait ces lamelles de bois vont être collées, comme vous le voyez ici, dans un sens du bois, dans l'autre sens du bois, dans un sens du bois, dans l'autre sens du bois. Et donc au lieu de faire un poteau ou une poutre, il va faire un élément de mur porteur. Et donc nous, aujourd'hui, nos murs de refend, ce sont des éléments de CLT. Ça s'appelle le Cross Laminated Timber. En français, ça s'appelle le bois lamellé contre-croisé. Ça s'est appelé, à un moment donné, le multipli. Jean Prouvé l'a utilisé à plusieurs reprises, notamment pour ses écoles. Vous savez, il avait fabriqué des écoles à transporter, Jean Prouvé. Puis il a fait également un pavillon pour lui-même à côté de Nancy avec ce matériau. Aujourd'hui, la dénomination c'est Cross Laminated Timber et ça s'appelle le CLT. Donc nous, ce CLT, on se fournit on a deux sources en fait. On se fournit d'une part auprès d'une entreprise qui s'appelle Stora Enso. Stora Enso, c'est une grande entreprise qui possède beaucoup de forêts, suédo-finlandaise, et dont les scieries qui nous fournissent sont en Autriche. Et puis nous travaillons également avec Monsieur Pifto. Monsieur Pifto, ça vous le connaissez davantage, Pifto Bois, qui est en Vendée et dont la ressource vient principalement en fait du plateau des Mille Vaches et le Grand Limougeot, le Massif central. Donc voilà. Le bois, puisque je devance votre question, qu'est-ce que c'est? Et c'est principalement de l'épicéa que vous avez là, mais on peut faire ça. On peut faire en fait ce matériau avec toutes sortes de résineux. Ça fonctionne très bien. Pourquoi l'épicéa? Tout simplement parce qu'il a moins de nœuds et puis il est bien pâle. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis il y en a beaucoup, comme vous le savez. Donc ça fonctionne bien avec l'épicéa. Il y a eu des tentatives d'ailleurs avec le hêtre, mais le hêtre étant plus cher. Mais on pourrait faire ça avec n'importe quelle qualité de bois. Et on n'a pas besoin de bois très exceptionnel pour faire des lamelles qui vont être collées à plis croisés. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc en fait, nous allons avoir des éléments verticaux. Là, vous avez des lamellés collés traditionnels qui auraient été faits en fait en métal ou en béton de façon traditionnelle. Et tous les éléments de plancher, c'est ce fameux CLT, bois lamellé collé contre-croisé. Voilà, j'ai pas mal d'images, donc voilà. Et voilà cet élément de plancher. Qui aurait été probablement un élément de plancher coulé en béton dans une structure classique. On peut avoir également des éléments verticaux, c'est-à-dire des murs comme des murs de refend qu'on peut faire avec ces matériaux qui sont magnifiques. Voilà, ce matériau, il nous amène aussi d'autres avantages. Il est pérenne, résistant, léger. Alors pérenne, c'est assez amusant parce qu'en fait, à chaque fois que je parle à des élus, ou je parle à des clients, etc., à chaque fois j'ai la question, oui, mais le bois, ça ne dure pas longtemps.
alors voilà, je leur explique, parce que comme je m'occupe aussi, j'ai une autre casquette avec la Fondation du patrimoine, je leur explique que la charpente de Notre-Dame devrait être encore là si on avait mis un système de détection incendie digne de ce nom, et que le bois, quand il est protégé, ne vieillit pas. Donc c'est l'usage le plus long possible en fait d'un matériau stockeur de carbone, c'est de l'utiliser pour le matériau de gros œuvres à l'intérieur des bâtiments. Et souvent, je rappelle aussi que dans les bâtiments haussmanniens, le bâtiment haussmannien, vraiment haussmannien 1870, vous avez un mur en pierre de taille qui est devant, mais derrière, c'est du bois. Donc les solivages sont en bois, vos planchers sont en bois, vos escaliers sont en bois, les portes sont en bois, la moitié des porteurs intérieurs sont avec des madriers de bois. Donc le bois, on vit avec simplement, nous, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on est passé au béton. Et donc dans mon univers, on apprend dans toutes les écoles uniquement le béton et on apprend très très peu le bois. Le béton fait partie de la culture française. Le ciment a été inventé par un polytechnicien génial, M. Vicat, dans la première moitié du 19e siècle. On a inventé la précontrainte. Donc on est les rois du béton. Mais le bois est un matériau absolument formidable pour construire. Il nous permet d'être isolant. Il est 12 fois plus isolant que le béton, comme vous le savez. Il est étanche à l'air parce que nos systèmes sont préfabriqués, ajustés au millimètre en usine. Il y a de très faibles nuisances de chantier. Pourquoi ? Un chantier de béton, on passe notre temps à détruire en fait du béton. On en coule trop. Et puis ensuite, on va faire des trous et on va détruire du béton pour faire passer l'ascenseur, pour faire passer l'escalier. Donc un chantier de béton, si vous en avez à côté de chez vous, ça fait d'abord beaucoup de bruit et beaucoup de poussière. Si vous avez un chantier en voile de CLT, vous verrez, là on est au métro Marcat des Poissonniers, vous verrez qu'en fait on ne fait pas du tout de bruit, pas du tout de poussière, il n'y a pas de déchets, il y a très faible nuisance. Et puis on va très vite. On va 2 fois plus vite que de la construction en béton. Donc on va, grosso modo, pouvoir faire un très bel immeuble en un an sur le gros œuf au lieu de 2 ans. Un immeuble de 20 à 25 000 mètres carrés, donc un immeuble significatif. Alors, quand j'ai commencé il y a 12 ans à m'intéresser à la promotion immobilière bois, nos labels environnementaux étaient défavorables à la construction en bois. Donc, ça serait trop long de vous expliquer pourquoi, mais tout simplement parce qu'ils mettaient énormément de poids à quelque chose qui est totalement stupide, qu'on appelle l'inertie. Alors, vous savez tous la différence, j'imagine, entre la question de l'isolation et la question de l'inertie. Ce matériau que vous avez là, qui est du béton, est un matériau à très forte inertie. Je vais la faire très courte, ça veut dire qu'en fait, ce matériau, il va manger le chaud ou il va manger le froid. Ces murs très épais, il va falloir d'abord les chauffer et une fois que vos murs, c'est un peu comme un château fort, une fois que vos murs seront chauds, vous aurez l'atmosphère pourra être régulée. Et puis c'est la même chose pour le froid. Et donc nos amis du ministère de l'écologie, de la transition écologique, pendant très longtemps, on pensait qu'un immeuble formidable, c'était un immeuble à très forte inertie. Pourquoi ? Parce qu'on disait, il va comme ça nous apporter du confort d'été. Le confort d'été, c'est arrive une canicule, mon bâtiment, lui, il a mangé la température d'il y a 3 jours, et donc il va rendre du frais dans un univers qui est hyper chaud. Donc voilà. Sauf que les canicules ne durent plus 2 jours, elles durent une semaine. Et en fait, on a un phénomène inverse qui se produit, c'est-à-dire que assez vite, votre béton, il va se charger. Ça va être des phénomènes d'îlots de chaleur. Et en fait, la ville va devenir strictement impossible à vivre. Alors, qu'est-ce que le bois nous apporte là-dedans ? Le bois, c'est assez simple, c'est un matériau sans inertie. Très fort isolant et sans inertie. Donc le bois, tout simplement, il ne mange pas la calorie, il ne mange pas la frigurie, il ne mange pas le chaud, il ne mange pas le froid. Alors qu'est-ce que ça nous apporte ? Ça nous apporte une capacité d'abord de régler la température beaucoup plus vite. Donc on va monter ou descendre en température, on va pouvoir éteindre le chauffage ou la clim pendant le week-end dans les bureaux et on va la mettre en route 20-25 minutes avant que les gens arrivent. Une tour à la Défense, vous êtes obligé de la mettre en température la veille au soir. Et vous allez donc dépenser beaucoup d'argent pour chauffer les murs. Mais est-ce que vous habitez dans les murs ? Est-ce que vous habitez dans ce poteau ? Non, personne n'habite dans les poteaux. Donc vous avez quelque part un énorme phénomène d'économie d'énergie quand vous travaillez avec des immeubles en bois.
Et en fait, je vous ai fait une explication extrêmement compliquée, mais vous savez tous que si vous avez des chalets, vous pouvez arriver, mettre le chauffage, et ça va très vite. Alors que si vous habitez dans un château fort, vous allez mettre le chauffage le mercredi pour avoir chaud le vendredi soir. Donc en fait, voilà, ça s'appelle l'inertie. Bon. Et donc j'ai créé cette association pour faire reconnaître tout ça avec des amis, architectes, avec Jean-Michel Villemotte, avec Jean-Paul Viguier, avec Jean Jouzel, avec des tas de gens. Et on fait un salon qui s'appelle le Salon de l'immobilier bas carbone, dans lequel on parle non seulement de bois, évidemment, puisque le bois est stockeur de carbone, vous l'avez compris, mais on parle également de réutilisation de matériaux existants, on parle de matériaux recyclés, de moquettes recyclées, on parle de systèmes pour économiser l'énergie. Donc il y a plein de manières de diviser la facture en fait carbone des bâtiments. Voilà, donc voilà tous les membres que j'ai mis autour. Donc j'ai appelé mes anciens amis investisseurs immobiliers, ils ont tous répondu oui. Mes anciens collègues, donc voilà, ça avance, le système avance. Le système avance et aujourd'hui, la profession s'est mise en route pour produire des bâtiments bas carbone. Elle a été aidée par la réglementation, puisque sous l'impulsion de Julien de Normandie, nous sommes passés de la RT 2012. La RT 2012, c'est le kilowattheure au mètre carré. Donc en fait, c'est la chasse au gaspillage de Raymond Barre. Ça n'a pas changé, c'est la même chose, chasse au RT 2012. Et nous sommes passés à la RE 2020. Et dans la RE 2020, on a gardé le kilowattheure mètre carré parce qu'en France, on n'aime pas enlever un truc. Il faut toujours en rajouter. Mais nous avons rajouté le CO2 au mètre carré sur le cycle de vie de l'immeuble, construction, exploitation et fin de vie de l'immeuble. Et donc c'est naturellement que tous ces acteurs se sont mis à s'intéresser en fait à la question du carbone avec ces certifications partout d'immeubles. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut être BBCA, avoir un label BBCA sans avoir de bois dans la construction ? Oui, mais c'est très difficile. Voilà, il faut utiliser beaucoup de béton hyper recyclé. Enfin, il faut d'abord faire un véritable inventaire de ce qui existe. Et puis, etc. Le bois, ça nous permet quand même d'aller extrêmement vite. Voilà, donc je vais aller très vite là-dessus, je ne vais pas vous embêter. Voilà les immeubles bas carbone qui sont nés depuis. Ça fait quand même 4,6 millions de mètres carrés. C'est-à-dire 700 opérations neuves, hein, pour le coup, résidentielles, bureaux, hôtels, qui sont labellisés et qui utilisent donc du bois principalement à la place du béton. Voilà, alors, en plus, nous avons une certification. Nous avons une certification d'État qui fait que quand, en tant que promoteur, vous choisissez de faire un immeuble bas carbone plutôt que de faire un immeuble plein de carbone, eh bien, on vous donne des crédits carbone, des crédits d'État. Voilà, on a travaillé avec Carbone 4, que vous connaissez, et I4CE, et on a réussi à développer cette certification qui nous donne des crédits carbone. Ce n'est pas très significatif sur le plan, je dirais, financier, mais ça reconnaît qu'en additionnalité, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ce choix permet d'économiser des émissions de CO2. Voilà, quelques exemples. Un très gros projet de 126 000 m² à Nanterre Université que j'ai inauguré avec le président de la République il y a un mois. C'est 32 000 m³ de bois. Sur ce projet, 32 000 m³ de bois, pour le coup, sous forme travaillée, hein, donc j'imagine qu'en forêt, ça faisait encore beaucoup plus. 24 000 tonnes de CO2 qui est protégé, donc qui va en fait faire du stockage pour la longue durée. Et c'est vrai que j'entendais tout à l'heure les questions de capture de carbone. Vous, en tant que propriétaire de forêt, on ne peut pas se désintéresser de l'usage qui va être fait de notre bois. Et donc il faut privilégier les usages longs. Hein, le bois d'œuvre est évidemment un capteur de carbone pour la très très longue durée. La charpente de Notre-Dame était un piège à carbone depuis 1000 ans. Voilà. Et le bois, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le laisser visible. On ne va pas laisser le béton visible, on n'aime pas trop laisser le béton visible, c'est pas un matériau très sympa pour l'homme. L'homme aime bien les matériaux vivants, et donc nous laissons, là vous avez
là, sur le plafond en fait, de ces bureaux, vous avez le bois de construction, vous avez le bois d'œuvre, hein, vous avez ce qu'on aurait mis du béton, donc là, il n'y a rien au-dessus, il y a un plancher, puis un faux plancher, et puis l'étage du dessus. Et donc, c'est très beau, c'est très sympa. On a fait tout un travail de recherche avec J'essaye de tenir l'horaire. On a fait tout un travail de recherche avec une professeure de biologie et un professeur de médecine pour aller recenser toutes les études sur les bienfaits du bois sur la santé. Et c'est absolument considérable. Donc le bois permet en fait, un des effets bénéfiques, c'est une baisse de la pression artérielle, du nombre de battements cardiaques quand vous êtes dans un univers en bois. Vous avez aussi une capacité de concentration qui est très supérieure. On ne sait pas trop pourquoi. C'est très probablement lié au fait qu'il n'y a pas d'écho en fait, avec le bois. Le bois va absorber le son, donc il n'y a pas de rebond. Hein. Les matériaux minéraux, le verre, c'est des matériaux de rebond. Et puis il y a un effet de paroi chaude qui est très sympathique, qui explique pourquoi, ici, dans cet univers béton, nous allons rajouter du bois. Moi, je n'ai pas besoin de rajouter du bois, puisque je ne suis pas construit en béton, je suis construit en bois. Donc je laisse le bois absolument visible. Donc voilà. Et puis quand on reconstruit, là on est à la Défense sur un très gros porteur de 35 000 m² à côté du CNIT, eh bien voyez, j'ai ouvert une verrière au-dessus et à chaque fois que j'ai pu, j'ai rajouté du bois. Le béton que vous avez là, c'est du béton conservé de l'ancien immeuble, mais on peut faire des rénovations en utilisant ce matériau formidable, biosourcé, issu de forêts gérées durablement. Voilà. Et puis alors on a un petit peu changé, un tout petit peu aussi, parce qu'on s'est dit, puisqu'on va faire des immeubles différents, on a mis des terrasses absolument partout et on a fait jouer aux escaliers les premiers rôles. Donc on a plutôt planqué les ascenseurs. Là c'est moins un sujet, je dirais, c'est aussi un sujet écologique bien sûr, mais c'est surtout un sujet de proposer des espaces en fait qui sont très différents, qui sont très proches de la nature. Là, vous êtes juste derrière Montmartre, donc on a un demi-hectare de végétation sur le toit de l'immeuble, sur ce toit de l'immeuble, voilà. Et puis, moi j'ai toujours pensé qu'en fait, si on voulait faire revenir les gens du télétravail, le télétravail c'est la plaie des entreprises. Donc j'ai pas un copain patron qui dit pas le télétravail j'en peux plus, le vendredi il se passe plus rien, le lundi il se passe plus rien, enfin bon, donc les week-ends sont passés à 4 jours, évidemment tous mes patrons et le middle management sont en Normandie avec leur piscine, etc. Et les mômes, ils sont là, ils piaffent dans leurs 2 pièces et ils ont envie d'aller au bureau. Et les patrons ne sont pas là. Donc, nous luttons tous contre le télétravail. Si on veut lutter contre le télétravail, il faut faire des bureaux qui soient plus sympas qu'à la maison. Donc la maison, c'est devenu un de mes concurrents. Ça ne l'était pas autrefois, la maison. Donc la maison est devenue un concurrent. Donc il faut que les restaurants soient meilleurs qu'à la maison. Il faut que le sport, ça soit mieux qu'à la maison. Il faut... voilà les trucs de sport que je fais. Et puis, il faut comprendre que en fait, les bureaux vont plus être des lieux de production. Parce que la production, en fait, elle va être très largement délocalisée. La production, ça sera l'intelligence artificielle avec des serveurs qui seront ailleurs, très très loin. La production, elle se fera dans le métro, elle se fera chez soi, etc. Donc le bureau, ce n'est plus un lieu de production. Le bureau, c'est un lieu d'échange. C'est le lieu où je vais faire partie d'une communauté, c'est le lieu où je vais co-créer, c'est le lieu où je vais me ressourcer, je vais rechercher de l'énergie et je vais comprendre ce qu'est une entreprise, je vais la vivre. Et donc nous faisons des lieux avec beaucoup d'espace pour que les gens se croisent. On fait des lieux aussi avec des bibliothèques, vous voyez, tout en bois. Donc là, on est à la Défense, j'ai réinventé des bibliothèques tout en bois. Ce qui n'existe plus. Alors là, le téléphone est interdit. Donc on pose le téléphone et là, on est dans un lieu de concentration. Non, c'est moi, je fais moi. Et après, je loue. Moi, je suis un peu intrusif dans les produits. J'ai toujours fait. Donc en fait, moi, je fournis des immeubles designés avec des archis et des designers qui font l'intérieur très largement. Après, ça n'empêche pas certains de mes clients du CAC 40, etc., de venir en disant non mais moi je connais un designer qui est encore mieux que le vôtre et donc il va faire autre chose. Mais nous on va très très loin dans la réalité des choses. Voilà.
Donc très rapidement, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je voulais juste finir, peut-être, je ne sais pas si vous voulez me mettre peut-être sur le dernier. Voilà, alors on fait des espaces double hauteur. Voilà, ça ce sont des bureaux qu'on fait avec des terrasses tout au bout. Tout ça est en bois. Voilà, ça c'est le chantier. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, vous l'avez vu. Je vais passer très vite sur toutes ces images pendant que, voilà, que vous les avez déjà vues. Avec des escaliers partout, avec du bois visible partout. Donc tout ça va nous amener probablement, nous, promoteurs immobiliers, à nous intéresser bien davantage aux matériaux biosourcés, bien davantage, voilà, tout ça c'est du bois lamellé collé contre croisé. Là, on est sur un belvédère. Ça, c'est le siège de GRDF que nous installons à Saint-Denis, qui est tout en bois, qui est chauffé et refroidi avec du biométhane, avec du biogaz. Donc voilà, à leur demande, pour de nouveau baisser la facture carbone. Et ça, je vous ai montré des bureaux, mais on a fait également presque 500 000 mètres carrés d'immeubles résidentiels sous la marque Woodeum. Et la société, on l'a vendue à Altarea Cogedim et on a gardé la production de bureaux. Donc c'est pour ça que je suis venu vous parler de production de bureaux. Et peut-être un mot pour conclure sur un ouvrage que j'ai publié, que j'ai commis il y a 2 ans, qui s'appelle Plus vite, pardon, ça c'était mon ancien bouquin, qui s'appelle Pour en finir avec l'apocalypse. Et dans ce livre, je parle d'écologie positive. En fait, j'ai écrit ce livre le jour où je me suis aperçu que un de mes enfants allait finir par voter pour M. Mélenchon. Et je me suis dit, comme il ne m'écoutait pas, j'ai écrit un livre. Je vous conseille un jour, c'est très efficace en fait, parce qu'après l'enfant, quand on lui dit j'ai écrit un livre pour toi et qu'il le voit publié chez Stock, il se sent obligé de le lire. Et donc après, ça fait un sujet de conversation. Voilà, ça c'est l'Aqua Boulevard, le futur Aqua Boulevard de Paris. Donc là, on est dans Paris, 93 000 mètres carrés, où là, on va faire commerce, logement, bureau, et on refait complètement la piscine. Cette piscine, d'ailleurs, qui est juste derrière cet immeuble, et pour vous faire rire, c'est un aparté, puis après je vous reparlerai de mon bouquin. Pour vous faire rire, sur cette piscine, on va évidemment refaire toutes les questions d'isolation en fait, thermique de cette piscine qui est une horreur, qui est une énorme piscine. Et en fait, les gars sont partis de jour en disant les énormes lamellés collés qui tiennent cette voûte-là, ces pyramides de l'Aqua Boulevard que vous voyez depuis le périph' très bien, évidemment, on va les sortir parce qu'ils doivent être foutus. Avec l'humidité qu'il y a, comme je passe mon temps à dire, le bois n'aime pas les variations d'humidité, mais il aime bien l'humidité, ça pose pas de problème, il n'aime pas les variations d'humidité. Alors là, s'il y a bien un endroit où il y a des variations d'humidité, eh bien on a refait les tests et les énormes lamellés collés qui ont déjà 25 ans, de l'Aqua Boulevard, on va les garder parce qu'ils sont magnifiques et ils ont tenu. Donc vous voyez comme cette idée que nous avons du bois comme un matériau de construction éphémère, du bois comme un matériau de construction fragile, c'est une idée totalement fausse. Le bois est un matériau de construction d'avenir pour sa performance carbone, pour son rapport poids-puissance, je ne l'ai pas dit, mais il est quand même 5 fois plus léger, à même capacité de report de charge que le béton, 5 fois plus léger. Pour la sympathie qu'a tout le monde vis-à-vis de ce matériau. Donc c'est vraiment un matériau d'avenir. Et pour finir sur ce livre, dans lequel je me plaignais en fait des croissantistes et dans lequel j'analyse en fait une des grandes parties des mouvements qui voudraient qu'on ne coupe plus un arbre, qui voudrait que la forêt soit sacrée, qui voudrait qu'on n'exploite plus cette forêt, eh bien je décris en fait un mouvement de pensée décroissantiste. Et j'associe en fait cet amour, à mon avis, assez irresponsable d'une forêt qui deviendrait un musée finalement, je l'associe à ces mouvements décroissantistes. Je pense, moi, au contraire, que la forêt fait partie des grandes chances de la France, avec l'agriculture et avec le nucléaire. Pourquoi ? Parce que la forêt va nous permettre de remplacer des matériaux très émetteurs. Oui, voilà ce qu'on va refaire un peu en bois. Ouais, mais on peut avancer, ça c'est à côté du CNIT. La forêt va nous permettre de remplacer des matériaux très émetteurs, elle va nous permettre de stocker du carbone avec le bois. La forêt va nous offrir bientôt
des substituts, notamment au verre, avec de la lignite qu'on va rendre transparente bientôt, j'espère. Pour l'instant, on la rend translucide, donc on peut l'utiliser. La forêt va nous donner des matériaux isolants, poudre de bois. Et puis après, il y a toute la filière agricole. Et cette filière agricole, elle va nous permettre d'utiliser du chanvre, du lin, à la place des matériaux synthétiques pour nos vêtements. Elle va nous apporter des tas de choses, du cuir, pour juste descendre et diminuer l'empreinte carbone. Et puis on a le nucléaire. Et puis on a aussi la géothermie. La plupart de ces bâtiments que vous avez vus là fonctionnent à la géothermie. La géothermie, c'est l'énergie renouvelable qui n'emmerde personne. Voilà, et qui a deux avantages par rapport à l'éolien et au photovoltaïque, c'est continu et c'est pilotable. Donc ça nous va très bien, la géothermie, et donc tous ces bâtiments, ils fonctionnent avec des puits qui descendent à 60 mètres et qui vont chercher l'eau à bonne température, et avec des échangeurs, on fait 80% du chaud et du froid de ces bâtiments. Voilà. Ah bah voilà mon livre qui apparaît. Vous pouvez vous le procurer, hein. Il est encore à vendre chez Amazon, si vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Hein. Pour finir à 8 heures, on m'a dit qu'il fallait finir à 8 heures. C'est superbe. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Bien sûr, il y a pas, bien sûr. Bonsoir. Vous avez parlé du CLT comme d'un matériau magique, et on en voit les résultats, bravo. Par contre, l'essence principale, l'épicéa, est un peu mise à mal. Chez nous, dans le nord-est de la France, on a eu plusieurs millions de mètres cubes grignotés par les scolytes en 2018, 2019, 2020. C'était un facteur 10 en Allemagne, un facteur 10 en Tchéquie. L'épicéa, la ressource diminue et va diminuer. Nous, forestiers, on réfléchit beaucoup à la résilience de nos forêts. Et je pense qu'on peut aussi réfléchir à la résilience des filières, notamment en utilisant de nouvelles essences qui ne sont peut-être pas forcément trop valorisées en ce moment. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là ? Bien sûr. Je vous l'ai dit, en fait, ce matériau, on peut le faire avec quasiment tous les types de bois. Donc il n'y a pas de caractéristiques fonctionnelles qui ferait que l'épicéa est un meilleur matériau, est une meilleure ressource qu'une autre. Il a juste une qualité peut-être de visibilité externe, mais par exemple, là vous avez un certain nombre de lamellés collés dans lequel vous avez un étage d'épicéa et en dessous du sapin très traditionnel, très classique, et puis après un étage d'épicéa. Donc en fait, on peut associer des lamelles qui ne sont pas nécessairement de la même essence. Et puis, je vous ai dit, il y a une tentative sur du hêtre, de faire du lamellé collé avec du hêtre. Ça va être aussi après des questions juste de prix, en fait, hein, de capacité. Mais on va pouvoir utiliser tout, à mon avis. D'abord, tous les résineux vont pouvoir fonctionner avec ça. Enfin, les résineux les moins chers, hein, pas du Douglas ou des résineux très chers que vous avez dans vos belles forêts. Mais on va pouvoir utiliser beaucoup de résineux. En Autriche, ils ont été un peu moins embêtés par le scolyte parce qu'ils sont plus en altitude, leurs épicéas. Donc, ils ont été un peu plus protégés. Et puis, ils ont une usine, à Stora Enso, ils ont une usine aussi en Norvège. Ils ont été un peu moins embêtés. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un vrai sujet. Vrai sujet. Moi, j'ai des pins Laricio, donc je ne sais pas où ils finiront. Mais mon père a planté des pins Laricio de Corse. Voilà. Merci pour les très belles photos que vous nous avez montrées de ces endroits. On se dit, mais pourquoi est-ce que j'y travaille pas déjà ? Merci beaucoup. Et en même temps, je pense à ce qu'on voit beaucoup dans mon coin, dans le nord-est. Ce sont des immeubles en bois dont les façades sont très belles à la livraison et qui vieillissent très mal. Vous avez sûrement pensé à ça. Vous posez la question très importante du bois à l'extérieur. Donc moi, j'ai pris le parti, sauf sur un immeuble que vous avez vu, sur les 8 que vous avez vus là, j'ai pris le parti de ne pas sortir le bois. Donc mon bois, il est toujours protégé. Il est protégé par un isolant plus faible que si j'étais avec du béton, parce que je vous ai dit que c'était déjà isolant. Donc j'ai un isolant un peu plus faible, par pluie, par vapeur. Et derrière un parement. Ce parement, ça peut être de l'enduit, classique, comme vous auriez sur un immeuble en béton.
ça peut être de la pierre agrafée, ça peut être de la brique, ça peut être du métal recyclé. Donc nous protégeons toujours notre CLT. Il n'est jamais mis à l'extérieur. À l'intérieur, on le montre, c'est très beau. À l'extérieur, on le protège. Pourquoi ? Parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison. Et moi, la première chose que j'ai fait, parce que je connaissais un peu le maire de Lyon, le maire de Dijon, et j'ai fait le tour des élus quand j'ai commencé il y a 11 ans. Ils m'ont tous dit, c'est dramatique, le bois, ça vieillit mal. Au début, c'est très beau, et puis après, c'est tout gris, mais c'est pas uniformément gris, etc., etc. Il y a un des immeubles que vous avez vu qui est tout noir, celui de la Défense. Alors là, on a une peau en ossature bois. J'ai voulu refaire d'ailleurs des fenêtres qui ressemblent un peu à un style un peu résidentiel. Voilà, donc elles s'ouvrent, toutes ces fenêtres elles s'ouvrent. Et vous imaginez par rapport au tour à la Défense, la liberté. Hein, je dis aujourd'hui maintenant, les tours c'est un peu un milieu carcéral. Hein, voilà. En fait, non mais je me moque parce que pour tout vous dire, j'ai contribué à faire cette tour-là, la première à droite qui s'appelle Trinity, qui est voilà, et puis j'ai contribué plus jeune à faire Cœur Défense. Donc j'ai contribué à faire des tours quand j'étais chez Unibail, mais là on a racheté ça. Ça c'est du bois brûlé. Donc c'est du bois brûlé à faible empreinte carbone quand même malgré tout. Et c'est une couverture en bois brûlé qu'on va mettre sur cet immeuble. Donc a priori, ça ne devrait pas bouger. On nous promet que ça ne bougera pas. Mais la peau ici est une peau en ossature bois d'ailleurs, parce que d'habitude je fais des gros murs pleins un peu épais, et là j'ai fait de l'ossature bois très traditionnelle, et celle qu'on rencontre très souvent en France. En fait, l'industrie bois, quand moi j'ai commencé à faire de la promotion immobilière en bois, on m'a dit tu fais des maisons en ossature, tu fais des appartements, des immeubles en ossature bois. Nous on ne fait pas d'ossature, puisqu'en fait on est avec ces murs, comme vous l'avez vu, ces murs et ces éléments de plancher pleins. Donc je ne fais pas une charpente, je ne fais pas un tour avec un cadre en bois et puis des éléments et des matériaux légers à l'intérieur. Moi, mes éléments sont lourds. Mais là, j'ai fait une exception, j'ai fait une ossature parce que j'avais des sujets de poids en fait de la façade. Ici, oui. Bon, bonsoir. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour notre filière. C'est vraiment, moi, je suis très content de votre intervention, d'entendre qu'il y a des gens qui sont pleins d'initiatives pour utiliser nos bois. C'est vraiment formidable. Je voulais reprendre ma casquette de gestionnaire, rebondir sur les propos de Didier, la question de Didier. Vous avez expliqué que vous aviez globalement deux grands fournisseurs, un fournisseur français, un fournisseur à l'échelle européenne. Ma question, c'est quelle est la ventilation, quel est le pourcentage de bois français dans ce que vous faites, et derrière se cache une question toute bête, c'est qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à avoir un approvisionnement 100% français. J'imagine que la notion de prix doit être là. Et je terminerai par dire, par rapport à votre réponse, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse améliorer en fait l'approvisionnement en bois français et la filière bois. Exactement. Et ouais. la filière bois. Ouais. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser donc au bas carbone, je suis arrivé au bois et donc très vite il me fallait beaucoup de CLT. Il n'y avait pas une usine qui faisait du CLT en France, pas une. Donc j'ai fait un contrat d'approvisionnement avec Stora Enso. J'aurais pu travailler avec KLH, les Allemands. J'ai choisi les Autrichiens, maison mère suédo-finlandaise. Livraison impeccable, qualité impeccable, séchage impeccable. Le séchage est très important pour la filière bois, séchage impeccable, etc. Et puis dans le même temps, j'ai fait le tour des scieries françaises. Et j'ai appelé la Caisse des dépôts parce qu'ils avaient un fonds bois et je leur ai dit, les amis, il faudrait peut-être quand même, plutôt que de distribuer des chèques de 150 000 € à n'importe quel scieur qui arrive pour changer sa machine, vous pourriez mettre de côté 35 millions d'euros et faire une unité de fabrication de CLT. Les lamelles, on les a, parce qu'il y a plein de lamellistes en France, donc il suffit de faire 35 millions, c'est des grosses presses, une espèce de chaîne, ça fait des grosses presses, et ça nous fait ces murs porteurs de 9 mètres de long, 3 mètres de large, et l'épaisseur dont j'ai besoin par rapport à la truc. Et je n'ai pas réussi. J'ai invité à déjeuner tous les 6 grands sieurs français. Monsieur Siat, Monsieur Monessev, etc. J'ai appris à les connaître à ce moment-là. J'ai été invité par François de Rugy à un déjeuner. Parce qu'en fait, la filière bois, ce qui est génial, c'est que tout le monde s'en occupe. Vous avez remarqué ça ?
Il y a pas... Tous les ministres, à chaque fois, ils vous disent la filière bois, c'est formidable, je m'en occupe, un délégué, un machin truc, etc. Donc, tout le monde s'en occupe, du coup, personne ne fait rien, en fait. Hein, c'est le résultat. Donc, j'ai dîné avec monsieur Drugy, il n'y avait pas de homard. Il y a une espèce de... une macédoine très, très banale. Et avec la filière bois. Et à chaque fois, je leur dis, les amis, les technologies de construction bas carbone arrivent, donc le marché va être considérable, etc. Il n'y a qu'un seul, pour le coup, industriel qui m'est entendu, c'est monsieur Pifto en Vendée. Les Vendéens vont sauver le monde. Voilà. Les autres ne l'ont pas entendu. Et à ma connaissance, il n'y a pas de projet de création de filière CLT. J'ai même entendu, je suis allé à des colloques sur le bois construction, dans lequel on m'a dit, monsieur Poitrinal, vous savez, votre histoire de bas carbone, c'est bien, mais on ne veut pas trop en parler, nous, parce que vis-à-vis de la filière béton, vis-à-vis des boîtes de BTP, vis-à-vis des Bouygues, des Vinci, on ne veut pas déranger personne. Voyez, nous, on n'est pas dans le combat, me dit la filière bois. Je leur dis, mais vous êtes complètement malade. Vous êtes assis sur un puits de pétrole qui s'appelle la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous êtes des héros de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez un matériau ultra bas carbone par excellence qui vient à la fois remplacer un matériau très carboné qui est le béton et qui vient en plus stocker. Donc vous avez deux effets. Un effet de remplacement et un effet de stockage. Vous êtes des héros. Enfin, franchement... Eh bien non, j'ai pas réussi. Donc voilà, donc ça continue, on continue avec une filière bois extrêmement segmentée. Mais je pense que s'il y a un jour un industriel qui va voir la Caisse des dépôts, je suis sûr qu'il repart avec 35 millions parce que j'ai tellement mis le bazar à la Caisse des dépôts avec mes histoires de bois dans la construction. Ils m'ont toujours dit, dès qu'il y en a un qui vient, hop, il repart. Si vous voulez prendre 35 millions d'euros, franchement, le fonds bois, ça s'appelle le fonds bois, hein, la BPI. J'ai le portable de la dame qui s'en occupe. Je ne comprends pas. Ça fait partie des trucs que je ne comprends pas. En plus, la régulation a changé, donc on va tous être obligés d'utiliser du bois, tous les promoteurs. Alors, il y aura peut-être, parce que la régulation est assez violente dans la pente, si vous voulez, qui a été fixée. Donc la pente, elle va peut-être un peu... Mais on aura tous besoin de ces matériaux, bien sûr. Et là, en plus, parce que comme j'ai un certain nombre d'investisseurs, tous ces projets, ce n'est pas moi qui les porte. Donc je les porte avec des grands investisseurs, notamment la Caisse des dépôts du Québec, que je tiens à remercier officiellement, mais aussi la Caisse des dépôts France, nos amis de BNP, d'Allianz, le groupe Peugeot, etc. Donc je porte tous ces projets, etc. Et un certain nombre de mes investisseurs m'ont dit il faut aller à l'étranger. Il faut aller en Allemagne pour faire des bâtiments de ce type-là en Allemagne. Donc j'étends aujourd'hui le label BBCA à travers un truc qui s'appelle LCBI, The Low Carbon Initiative, et on essaye de pousser en fait notre mode de calcul français sur l'empreinte carbone à travers l'Europe. Donc il y aura un jour une régulation européenne qui va venir limiter les émissions de carbone de la construction, et puis ensuite évidemment de l'exploitation et de la fin de vie. Et donc il va y avoir un marché colossal pour ces matériaux. Et ces matériaux, c'est à la fois le CLT, donc le lamellé collé contre-croisé, c'est aussi les matériaux de LVL, donc qui nous donnent, en fait, c'est des déroulés encore plus fins, mais qui nous donnent des capacités techniques qui sont très proches de l'acier. Donc le CLT, ça vient remplacer le béton, le LVL vient remplacer les poutres en acier. Donc c'est un matériau absolument magnifique. Et puis on a toutes les technologies, toute la recherche aujourd'hui qui se met en route pour nous fournir ces matériaux biosourcés. Donc on a besoin que vous fassiez pousser des arbres de bon calibre, pas trop chers à récolter. Je vois monsieur Loiseau là, pas trop cher à récolter quand même malgré tout. Mais on va avoir besoin de cette ressource. C'est important. Est-ce que je voudrais juste vous poser une question, s'il vous plaît, sur vous n'avez pas parlé de l'impact en termes de coût d'exploitation par rapport à un bâtiment en béton, coût d'exploitation en général, maintenance, entretien et autres, et particulièrement aussi pour la prévention incendie, est-ce qu'il y a un impact en termes de coût ? J'ai des très bonnes questions ce soir. Je vous félicite le comité des forêts. Sur le coût, d'abord le coût de production. Première chose. Coût de production, le premier immeuble qu'on a fait, c'est un immeuble de logement social avec Jean-Michel Villemotte, il y a 12 ans. C'est encore un énorme immeuble parce qu'il fait 12 000 m², donc c'est un gros calibre,
et avec Eiffage comme entreprise de construction. Parce que très vite aussi, je me suis mis à aller démarcher mes camarades des majors du BTP. Vous avez vu Bouygues, là, à un moment donné. Donc les majors du BTP sont à nos côtés. Ils nous fournissent, en fait, Vinci aussi avec Arbonis, donc ils nous fournissent des charpentiers, etc. 100 à 120 euros de surcoût par rapport au même modèle en béton, par mètre carré. Que nous avons fait, que nous diminuons aujourd'hui, et aujourd'hui nous estimons, les immeubles que vous avez vus là, ils sont à 50 euros plus chers, et aujourd'hui je suis à peu près à égalité. De toute façon, quand je travaille en Ile-de-France, mon coût de production avec le foncier, il est de l'ordre de 6 000 à 7 000 euros du mètre carré. Donc même si j'étais 50 euros du mètre carré plus cher, c'est pas grave, ça ne vient pas démolir complètement notre marge. C'est un peu plus sensible quand j'ai des copains du monde de la logistique, par exemple, qui sont venus me dire « Est-ce que tu pourrais me faire un immeuble en bois, etc. » C'est plus sensible tout simplement parce que les 50 ou 60 euros, là, ça mange une grande partie de la marge du promoteur. Parce qu'on fait des bâtiments pour 800 euros du mètre carré. Mais quand moi, mes prix de livraison, ils sont à 6 000, je peux absorber le léger surcoût que nous avons. Et votre deuxième question, c'était sur... Ah oui, l'incendie. Alors l'incendie, moi depuis le début, alors d'abord, il se trouve que le CLT, comme c'est un matériau très épais, c'est pas une poutre, hein, c'est pas de la fermette, hein, c'est très épais, c'est mono-exposé à la flamme, donc la flamme ne fait pas le tour. En fait, ça brûle très mal, c'est-à-dire très tard et très lentement. Il faut vraiment un énorme incendie pour que ça commence à brûler. Ça a même des capacités d'auto-extinction. C'est-à-dire que quand ça brûle, comme c'est très épais, il y a une espèce de couche de charbon qui se fait, et en fait le feu ne prospère pas, et donc c'est un matériau qui de ce point de vue-là est très rassurant. Néanmoins, comme on s'est dit, il n'y avait pas de régulation, parce qu'en France tout est fait pour le béton, donc quand on arrive avec le bois, on a à tout réinventer. Et je me suis dit un jour il va y avoir une régulation sur ces matériaux fabriqués entièrement en bois. Nous, on n'a jamais eu de départ de feu dans les immeubles qu'on a livrés, mais on a eu un souci sur un chantier à un moment donné. La phase la plus difficile, d'ailleurs, c'est souvent les chantiers. Hein. Vous avez vu Notre-Dame. La phase la plus compliquée, c'est souvent les chantiers en matière de feu. Néanmoins, on a pris de l'avance sur une future réglementation qui est en train d'arriver. Tous nos immeubles ont un système de sprinklage. Donc, ils sont tous sprinklés. Et c'est ça qui nous permet d'assurer une défense presque pour le coup sans faille sur le feu. On pousse beaucoup aujourd'hui des systèmes d'extinction à haute pression de vapeur. Et voilà. Et donc j'ai réussi à convaincre le général Georges Lain, paix à son âme, il nous entend, qu'il fallait un système à haute pression de vapeur pour protéger la charpente de Notre-Dame. Et donc, contre l'avis de ses pompiers, il a mis un système à haute pression de vapeur parce que le général avait quand même une très forte personnalité. Et maintenant, les pompiers acceptent. À l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était que le système à haute pression de vapeur. En fait, on sature l'atmosphère de vapeur d'eau, tout simplement. Et alors ça, en matière d'extinction, il n'y a rien de mieux. Parce que le sprinklage classique, il envoie de l'eau. Mais évidemment, c'est pas partout, et l'eau, elle a tendance d'abord à détruire en plus, c'est très compliqué après, etc. Donc la solution pour la protection de nos immeubles, ce sont tous ces systèmes à haute pression de vapeur, déclenchement automatique, et ça marche très très bien, et c'est remarquable. Mais gros travail de lobbying auprès des assureurs, gros travail de lobbying auprès des pompiers pour démontrer que ça fonctionne. Donc j'ai passé 3 ans de ma vie au CSTB, à Marne-la-Vallée, pour faire brûler des voiles comme ça, dans tous les sens, avec toutes sortes de comburants, de carburants. Voilà. Et j'ai, du coup, au sein de mon entreprise, parce qu'au début, je m'étais dit, comme je venais d'une grosse boîte, je m'étais dit, je voudrais vraiment une toute petite entreprise, quoi. Donc 12 personnes, et puis tout le reste sous-traité. Je m'étais dit, on va prendre 5 commerciaux, et puis le reste en financier, et puis surtout, le moins de gens possible. Et évidemment, on finit avec 100 personnes, il y a 70 ingénieurs, des centraliens, des ingénieurs des mines, etc. Des trucs pour aller mettre au point tout ça. Parce qu'en fait, ça a l'air très simple, mais en fait, c'est très compliqué. Le bois, c'est pas la même chose que le béton, ni sur le plan phonique, ni sur le plan vibratoire, ni sur le plan de l'isolation, ni sur le plan de l'inertie, je vous en ai parlé. Donc en fait, on ne chauffe pas des bureaux en bois comme on chauffe des bureaux en béton. On n'a pas les mêmes systèmes de mise en température, on n'a pas les mêmes systèmes d'isolation phonique. C'est un peu plus compliqué que je ne pensais. Voilà. Au début, je m'étais dit ça va être facile, ça existe à l'étranger, etc. Mais en fait, c'est quand même compliqué.
quelle perspective on peut espérer sur de la construction? Je suis ici, au début, devant vous. Voilà, devant ça vous. y est, je vous vois. Sur la construction individuelle, puisque vous travaillez, vous, sur de gros projets, mais est-ce qu'on peut imaginer des perspectives intéressantes sur des maisons individuelles? Alors, ça va dépendre un peu de la sensibilité du public à cette question et à cette cause, en fait, du bas carbone. Donc, quand je m'occupais de Woodéum, là, avant de le vendre, on a fait quelques études et la population est inégalement concernée par le réchauffement climatique et la maîtrise des émissions. Mais on voit maintenant arriver quand même une génération de gens qui sont intéressés par cette démarche, donc par la construction ultra bas carbone, et qui sont aussi intéressés par le confort, le lien avec le matériau, ce confort formidable de vie qu'on a dans une maison en bois. Donc il y a quelques constructeurs, il y a ceux qui les proposent en kit, là avec les maisons du Nord qu'on vous livre, c'est pas toujours de la bonne qualité, parce que c'est un peu là pour le coup beaucoup d'ossature. Mais ensuite, moi j'espère que, et je parle souvent aux architectes, je parle souvent, j'espère qu'on va proposer de la maison individuelle avec ce CLT à la place du béton banché traditionnel, parce que ça serait vraiment formidable. Alors, à la minute à laquelle je vous parle, ma profession est sinistrée. Hein, nous sommes comme les taxis pendant le Covid confinement, donc plus personne n'achète quoi que ce soit. Hein, la production, elle a perdu 70% dans le neuf résidentiel. Donc aujourd'hui, même nous, promoteurs en bois, on souffre. On souffre parce que la hausse des taux d'intérêt a été tellement violente, les gens se sont retrouvés désolvabilisés. Et puis aujourd'hui, il y a des craintes sur l'avenir, sur l'emploi, et puis on est très 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 taxé parce qu'on est le pays des taxes. Donc l'immobilier neuf est surtaxé. On a des taxes dans tous les sens. Alors on paye le métro du Grand Paris, les redevances pour création de bureaux, les taxes d'aménagement, les participations. On est martyrs fiscaux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y a encore une question. Ouais. C'est la fiscalité qui vous a fait applaudir. En fait, j'ai vu que j'avais pu retenir votre attention enfin. Hein. J'ai vu des gens qui se sont réveillés au moment où j'ai parlé de fiscalité. J'ai l'impression que vous avez effleuré le sujet. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la sylviculture, à comment sont produits les arbres dont vous faites de la construction? Et si oui, qu'est-ce que je suis en train de renouveler mon plan simple de gestion. Qu'est-ce que c'est une sylviculture vertueuse pour vous? Alors, je suis en train de renouveler mon plan simple de gestion, qui n'est pas simple, qui est tout sauf simple. J'ai eu la visite de la DDT hier. 3h30. Le pointillisme le plus total. Je pense que je vais écrire un livre sur l'art. Enfin, c'est un truc de... Voilà. Bon. Mais ma sylviculture, elle est assez traditionnelle. Je la fais avec... je vais peut-être... je sais qu'il y a un expert à Tours. Moi, je suis au sud de Tours. On m'a dit qu'il y avait un expert du comité des forêts à Tours. Donc, j'ai pris mon membership comité des forêts. Et donc voilà, j'ai ces 250 hectares. J'essaye de faire pas trop de coupe rase. J'essaye de privilégier quand même un maximum de repousse naturelle. Donc je fais des petits trous. Et puis j'essaye qu'on m'embête pas trop. Mais le gars de la DDT, il veut absolument que je ramène les gros tracteurs, faire du sous-solage, voilà, replanter. En plus, j'ai évidemment beaucoup de serres qui sont partout. Donc c'est quand même très compliqué, et j'ai pu observer quand même malgré tout que ma repousse naturelle sur les endroits où j'avais fait des petites coupes, elle va plus vite que la repousse plantée. Donc je ne sais pas si vous avez les mêmes trucs. Donc, ça demande peut-être un peu plus d'efforts après pour aller sélectionner. Mais donc voilà. Donc j'ai mis dans mon plan simple de gestion que je voulais une sylviculture bas carbone dans les objectifs, parce que maintenant on vous fait déclarer les objectifs. Bon, j'ai mis quand même aussi économique. Hein. Je veux bien que ça soit un peu économique quand même. Mais voilà, biodiversité, bas carbone. On va y arriver. Merci à tous. Un grand merci.